Donc on est dans un milieu humide de la pointe Finistère, on va dire. Là je suis devant un étang avec une grande ceinture de roseaux, beaucoup de fougères aussi, donc beaucoup d'endroits où les oiseaux peuvent se cacher. Et c'est ce qui est très satisfaisant dans la pratique de l'acoustique, c'est qu'on ne voit rien, mais on entend tout, puisque dans ces marais inaccessibles, impénétrables, il y a plein d'oiseaux qui se cachent, des phragmites des joncs, des rousserolles, du raldo, de la bouscarle de Séti, plein d'autres très discrets, qu'on ne voit pas mais qu'on entend. Ils n'arrêtent pas de se manifester par leurs chants, leurs cris. Et donc c'est ce que j'aime bien également dans l'acoustique, c'est de pouvoir voir l'invisible, de pouvoir entendre l'invisible, détecter l'invisible. Et derrière, on entend le bruit de la mer. Alors, est-ce que c'est gênant pour l'enregistrement ou pas ? Moi, j'utilise une parabole, donc ça me permet d'avoir une écoute qui est très directionnelle. Donc, comme je me mets dos à la mer, j'entends pas le bruit de la mer quand je suis dans la parabole, ce qui est très pratique. Mais ça crée quand même une ambiance singulière avec des oiseaux d'eau douce et des oiseaux marins, des goélands qui peuvent nous survoler côté marin. Là, on a la rousserolle effarvate qui est particulièrement active. Tout est actif d'ailleurs, on entend du troglodyte mignon, on entend du pouillot véloce, des phragmites des joncs derrière nous, les jeunes tariers-pâtres qui sont nés et qui quémandent, des pipis de farlouse, que des noms d'oiseaux. C'est un milieu qui est vraiment riche. La cisticole aussi qui se réveille à l'instant. Un chant très particulier, hein. On l'appelle le métronome, elle répète systématiquement la même note avec un vol ondulé. C'est très caractéristique. Là, j'ai toute la séquence des oiseaux qui se réveillent, ça a commencé par la rousserolle et les phragmites et maintenant il y a les hirondelles qui arrivent, les premiers martinets aussi. Donc, il y a une sorte de chronologie des oiseaux chaque jour avec les lève-tôt et ceux qui se réveillent un peu plus tard. Pour moi, l'aube, c'est vraiment le moment essentiel de la journée, c'est un incontournable. Quand on s'intéresse aux vocalisations des oiseaux, on a l'effet de chorus matinal qui fait que tout le vivant se réveille à ce moment-là. C'est aussi un moment où l'air a des propriétés assez singulières, hein. Il est un peu plus frais, un peu plus humide, donc les sons portent beaucoup mieux. On a toujours cette sensation de pureté d'écoute à l'aube. Donc si je ne devais avoir qu'une seule heure de terrain dans la journée, ça serait la première heure après le lever du jour, j'ai aucune hésitation là-dessus. Donc je me lève tôt, c'est très important de se lever tôt quand on est naturaliste. Et puis bien souvent à 9h je vois tout le monde arriver et moi c'est l'heure à laquelle je termine ma journée de terrain, donc il y a une sorte de chassé-croisé qui est assez plaisant avec tout le monde qui arrive à 9h et moi qui pars vaquer à mes autres occupations vers cette heure-ci. Je me sens très vivant et une satisfaction aussi dans le fait de pouvoir repérer, un peu mieux comprendre et identifier les différentes espèces qui m'entourent. Et on a le soleil qui illumine l'étang. C'est magnifique. Stanislas Wroza est un scientifique. Oui, mais un scientifique sensible. Stanislas est à l'écoute du monde vivant et en particulier des oiseaux. Dans ce premier épisode, il nous raconte comment il a eu le déclic pour passer de l'observation visuelle à l'attention auditive, ce qui a passablement changé sa vie personnelle et professionnelle. Une vie parsemée de souvenirs sonores, stockés dans des milliers d'enregistrements. Poétique. Alors j'ai commencé l'observation naturaliste très tôt, je dirais vers l'âge de 10 ans. J'avais la chance d'avoir des parents qui m'emmenaient randonner un petit peu aux quatre coins de la France et ça a été le point d'entrée pour moi. C'est-à-dire que marcher pour marcher, c'était pas trop mon truc. Mais par contre, essayer de décortiquer, de trouver tout ce qui était autour de moi, de découvrir ce qui pouvait m'entourer, ça m'intéressait beaucoup. Et les oiseaux, ça a quand même particulièrement accroché. Parce qu'il y a cette dimension du fait qu'ils sont partout, qu'ils s'expriment constamment, qu'il y a une grande richesse, qu'on peut vraiment voir des espèces différentes dans des milieux différents.
Donc dès l'âge de 10 ans, j'ai vraiment commencé à observer les oiseaux. J'étais peut-être plus sur une approche visuelle au début, qui était l'approche spontanée. Ouais, j'ai pas mal de souvenirs marquants quand j'étais tout petit, puisque la particularité que j'ai eue, c'est que j'ai commencé par les oiseaux de montagne, vu que c'était assez lié aux randonnées. Et donc, j'ai souvenir notamment, étant gamin, d'observation de grands tétras, alors qui est vraiment une espèce qui est difficile à voir, qui est assez mythique, et que j'ai eu la chance de voir dès mon plus jeune âge. Donc, je me souviens que mon tout premier contact, c'était un oiseau qui décolle le long d'une piste dans les Vosges, alors que bon, maintenant dans les Vosges, les grands tétras, il y en a quasiment plus. Et c'était vraiment émouvant d'avoir ce vrombissement, ce grand tétra qui s'envole sur le bord d'une piste de randonnée et où je me dis ça c'est quand même une espèce mythique et je suis vraiment très content d'avoir pu l'observer. Et je garde encore ce souvenir parce que je me dis que c'était quand même un privilège dès le plus petit âge d'avoir eu des expériences avec des espèces qui sont quand même relativement difficiles à contacter et que j'ai pas revues très souvent depuis. Il y avait eu autre chose qui m'a pas mal aiguillé, c'est le fait que j'ai toujours été passionné de logique aussi, et donc mon parcours scolaire a été plutôt tourné autour des mathématiques et de l'ingénierie. Donc j'ai eu un parcours qui est peut-être pas hyper habituel pour le naturaliste classique, donc j'ai fait une prépa et ensuite j'ai fait une école d'ingénieur, je suis passé par l'école polytechnique. Et ça, je pense que ça a eu un impact aussi dans ma façon d'approcher l'acoustique et l'ornithologie. C'est que j'ai toujours été dans une démarche très analytique, c'est-à-dire j'ai toujours eu la curiosité de vouloir creuser plus loin ce qui m'entourait, essayer de décortiquer quelles sont les différentes espèces, essayer de voir comment est-ce qu'on pouvait les reconnaître, de formaliser des critères. Mais ça veut dire que cette dimension analytique, curiosité, description, elle a toujours été présente et elle a aussi guidé mon parcours. Et donc, je me suis dit que j'allais mettre tout ce que j'avais acquis en termes de statistiques, de gestion, d'analyse au service des causes de la biodiversité. Donc, je suis allé travailler à l'Office français de la biodiversité, puis ensuite dans un service d'expertise de l'Office français de la biodiversité et du Muséum national d'histoire naturelle qui s'appelle Patrinat, et dans lequel on met en place des méthodes de suivi et d'évaluation des différentes espèces et des habitats. Alors, ce qui a déclenché le son pour moi, c'est notamment le fait que j'ai fait un stage aux États-Unis et je me suis rendu compte que là-bas, ils allaient beaucoup plus loin que ce dont j'avais l'habitude sur le son. C'est-à-dire qu'il y avait des personnes, par exemple, qui laissaient des micros sur leur toit et qui enregistraient ce qui se passait la nuit. Alors là, pour moi, c'était une découverte totale de se dire mais oui, moi la nuit, je dors et en fait, pendant ce temps-là, il y a plein de choses qui se passent dans le ciel et auxquelles on prête pas attention. Et quand on enregistre, là, d'un seul coup, on se rend compte qu'en fait, on passait à côté de toute une dimension sensorielle en se concentrant principalement sur la vue. Et donc, c'est à mon retour en France que je me suis dit il faut absolument que je me plonge davantage dans le son et que je me jette dans cette expérience d'une part de l'enregistrement et d'autre part dans le fait d'utiliser principalement ses oreilles pour détecter les oiseaux, de faire de l'ornithologie acoustique encore plus que de l'ornithologie visuelle. Et moi, j'ai basculé d'une catégorie à l'autre. Au début, j'étais plutôt visuel et maintenant, je suis plutôt acoustique. Ce déclic, j'ai voulu le poursuivre en Europe. Et première sortie sur le terrain, c'était dans le sud de la France, en pleine garrigue, et je teste ma parabole pour la première fois.
Donc je connecte un casque à ma parabole et j'entends un sifflement constant. Et je me dis, mince, je me suis raté dans le bricolage, il y a un faux contact quelque part, il y a quelque chose qui siffle en permanence. Je regarde autour de moi, je vois rien, donc je comprends pas d'où vient le sifflement. J'enlève le casque, je n'entends pas le sifflement, donc je me dis, oui, il y a un faux contact quelque part. Et d'un seul coup, en orientant la parabole à différents endroits, je comprends que ce sifflement vient du ciel, je comprends également qu'il bouge, et je comprends que ce que j'entends, c'est le sifflement des ailes de martinet à ventre blanc qui sont dans le ciel au-dessus de moi. Et là, j'étais complètement sidéré parce que j'avais jamais entendu ça de mes propres oreilles. Enfin, il faut vraiment être très près du martinet pour entendre le sifflement des ailes. Et par contre, à la parabole, je l'entendais de manière très nette. Et là, j'ai eu le déclic, je me suis dit, ah mais oui, aussi bien entendre des sons aussi subtils, c'est vraiment quelque chose de magique. Donc j'ai vraiment accroché à la parabole à partir de ce moment-là. Et ensuite, j'ai fait tous mes enregistrements, très bonne partie de mes enregistrements à la parabole à partir de ce moment-là. Donc maintenant, je travaille à l'Office français de la biodiversité, l'OFB, et au Muséum national d'histoire naturelle. J'ai notamment découvert le suivi temporel des oiseaux communs, donc qui est un protocole de sciences participatives qui se base sur l'écoute. Et j'ai trouvé ça fascinant de me dire qu'il y avait des milliers d'ornithologues à travers la France qui pouvaient contribuer à la connaissance des oiseaux, savoir si jamais ils étaient en progression, en déclin. Donc là, en l'occurrence, c'est un suivi qui nous permet d'avoir des chiffres très précis sur le déclin des oiseaux. Le déclin des oiseaux qui est 30% en 30 ans, en gros, pour les oiseaux communs spécialistes. Dans les milieux agricoles, on est sur un déclin de l'ordre de 44%. Et il faut se dire que ça, c'est depuis 1989. C'est-à-dire qu'avant 1989, on n'avait pas ces suivis acoustiques. Donc on sait que les populations avaient déjà bien diminué au XXe, voire même au XIXe siècle. Mais ça, on ne le capte pas. Donc les 44%, c'est la partie émergée de l'iceberg. Pour certaines espèces, le bruant ortolan par exemple, on est sur des déclins encore plus marqués, de l'ordre de 80-90%. Donc il y a un certain nombre d'espèces qui se portent vraiment très mal en France actuellement. Ce qui me surprend, c'est la vitesse à laquelle les paysages sonores peuvent changer. Parce que j'ai souvenir, moi, par exemple, d'avoir enregistré du moineau friqué en région parisienne, d'avoir enregistré la pigrèche à poitrine rose dans le sud de la France. Quelques années plus tard, il se trouve qu'on n'a plus de pigrèche à poitrine rose aujourd'hui en France. On a une évolution des paysages sonores et moi, je suis capable de la ressentir à travers mon activité de prise de son de manière assez spectaculaire et sur des échelles de temps relativement courtes. Donc on peut tout à fait, en se concentrant sur la composante acoustique, analyser la façon dont notre monde évolue. Alors, fin mai, début juin, je suis dans les Alpes, col de la Colombière, secteur du col de la Colombière, et une très belle randonnée en montagne qui commence sous le champ des tétralyres, donc déjà une ambiance qui est assez incroyable, avec ces roucoulements qui viennent animer tout le début de la randonnée, la partie un peu forestière de la randonnée, et ensuite on sort des forêts, on s'élève vers les plateaux d'altitude. Et la première chose que je vois, c'est une falaise, pas très grande justement, 50-60 mètres de haut, et une ambiance qui est assez incroyable. Je mets le casque sur les oreilles, le silence est parfait, et j'entends le bruit de quelques gouttes d'eau qui ruissellent sur la falaise. Et d'un seul coup, il y a une gamme de chants qui vient briser le silence. Ces petits sifflements qui montent.
Et c'est le chant d'un oiseau absolument magique que je rêvais d'enregistrer depuis bien longtemps déjà, le Ticodrome échelette. Alors le Ticodrome échelette, c'est un oiseau qui en plus est très singulier visuellement. C'est un oiseau qui monte le long des parois, qui s'accroche aux falaises. C'est un oiseau qu'on appelle l'oiseau papillon parce qu'il vole un peu comme un papillon. Il a des très beaux motifs rouges sur les ailes. Donc voir un ticodrome, c'est une très belle expérience pour un naturaliste. Mais enregistrer le chant du ticodrome dans une ambiance aussi pure, là c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. Je suis submergé par une émotion qui est difficile à qualifier parce que ce chant semble complètement différent de ce qu'on entend ailleurs sur Terre. C'est-à-dire que l'oiseau fait vraiment ses gammes en montant progressivement dans les aigus et on a du mal à comprendre si on entend un son naturel ou si c'est une sorte de musique qui sort de la falaise comme si quelqu'un a joué d'un instrument en haute montagne. Donc une très grande surprise et un moment un peu surréel où on se demande si ce qu'on entend parvient réellement à nos oreilles et est vraiment réel. Sans musique, la vie ne serait qu'une erreur, hein, n'est-ce pas ? Je pense que la musicalité, la sonorité est extrêmement liée à l'expression des émotions. Ce qui est peut-être plus surprenant, c'est de voir que c'est pas seulement les sons générés par des instruments humains ou de la créativité humaine, mais les sons générés par le vivant, spontanément, sont tout à fait capables de déclencher ce genre d'émotion. Et là, il y a une musicalité chez le Ticodrome, une pureté qui rappelle tout à fait certains styles de musique, je pense. Il n'y a pas que l'analytique, hein, il y a évidemment le sensoriel, le vécu. Un souvenir tout particulier que j'ai, c'est les basses vallées angevines. J'étais allé là-bas dans l'optique en particulier d'enregistrer une espèce qui est le râle déjeuner, qui est aussi une espèce qui est en plein déclin et qui a un cri très caractéristique. C'est un oiseau qui vit dans les prairies et prairies humides et qui ressemble un peu à une sorte de vélociraptor des temps modernes. C'est un oiseau qui court sur deux pattes, qu'on voit finalement assez peu voler, qui a une allure assez primitive et qui a un cri surtout qui est extrêmement primitif. C'est crex, crex, littéralement. Enfin, c'est une sorte de froissement, de grognement répété 2 fois, toujours exactement 2 fois. Très peu de variantes. C'est pas du tout l'oiseau le plus créatif du monde. Et j'y vais de nuit parce que le râle déjeuner chante principalement la nuit. Et là, je suis assez subjugué de voir ce que je découvre parce que je découvre un paysage qui, pour moi, correspond à un paysage sonore diurne. C'est-à-dire qu'il y a plein d'oiseaux qui chantent simultanément. Enfin, je suis vraiment très surpris. Alors, au moment où j'y suis, il est 4 heures du matin. Il y a un clair de lune pour donner un peu l'ambiance. Il y a une richesse exceptionnelle. Il y a les tariers des prés qui chantent au clair de lune. Il y a de la rousserolle effarvate qui chante. Il y a de la locustelle tachetée qui chante. Et il y a bien évidemment le râle déjeuner qui couvre tout le paysage sonore avec son cri puissant. Et là, je ressens quelque chose de vraiment singulier, une impression d'assister à quelque chose d'irréel ou un ressenti extrêmement riche. Et ce paysage sonore, c'est aussi vraiment quelque chose qui m'a marqué, de me dire que la richesse des paysages sonores, c'est pas seulement la forêt équatoriale, mais c'est aussi les basses vallées angevines à 4 heures du matin, dans des espaces qui sont a priori plutôt agricoles. Et non, malgré tout, on ressent une richesse qui est tout à fait exceptionnelle. Dans mes souvenirs sonores, il y a aussi l'exploration du Jura, avec son avifaune particulièrement riche, grand tétras, gélinotes, pictridactyles, il y a plein d'espèces
qui rendent le Jura particulièrement attractif pour l'ornithologue. Et il y a une espèce qui n'est pas un oiseau, alors je vais me concentrer surtout sur les oiseaux, mais il y a quand même une espèce mythique et qui fait des vocalisations mythiques, c'est le lynx boréal. Et donc je me dis, j'aimerais bien quand même essayer d'enregistrer le lynx boréal. Alors bon, le voir, je savais que c'était extrêmement compliqué, je n'y pensais pas, mais je me dis, en période de rut, l'entendre, même au loin, ça me procurerait une émotion très intense. Et je pense que c'est du domaine du jouable. Donc, je pars à la conquête de l'enregistrement du lynx boréal. Donc, on est en fin février, c'est la période de rut chez le lynx. Et j'avais en idée d'enregistrer plutôt en début de nuit, puisque je sais que c'était une période où les lynx sont souvent actifs. Et par ailleurs, il y a d'autres espèces qui sont actives à cette période de l'année, notamment les petites chouettes de montagne. Donc je me dis, je vais enregistrer en début de nuit sur des belvédères avec des très bonnes conditions d'écoute. Donc j'arrive, je suis à 2 km de mon belvédère, la piste devient de plus en plus étroite. Je suis en voiture, sur une route qui est encore carrossable, mais qui n'est pas du tout fréquentée. Et quelques centaines de mètres avant le belvédère, d'un seul coup, grosse silhouette qui passe devant la voiture à quelques mètres. Je me demande si mes yeux ont halluciné ou pas. Je suis persuadé d'avoir vu un lynx traverser la route. Ça n'a duré qu'une fraction de seconde, mais je suis persuadé que c'est un lynx. Et je commence même à douter de ce que j'ai vu. Je me dis, mais non, mais c'est pas possible. Tu vas chercher le lynx et tu penses avoir vu un lynx qui a traversé devant la voiture. Bon, je coupe tout. Je coupe la voiture, je coupe le moteur. Et là, le lynx ressort devant le capot de la voiture à quelques mètres. Vraiment un contact absolument incroyable. Un beau mâle qui me regarde. Donc moi, je suis complètement tétanisé, j'ai tout le matos dans le coffre, évidemment. Je me dis, mais je profite pleinement de l'instant présent, mais en même temps, je suis un peu paniqué de me dire, je suis face à un lynx, est-ce que je suis en train de rêver ou pas? Je me jette sur l'appareil photo qui est sur la banquette arrière, je prends des photos. Et je me dis, c'est quand même complètement incroyable. Je voulais enregistrer le lynx, et là, je l'ai à quelques mètres de moi, par le plus grand des hasards, par un miracle qui est quand même assez invraisemblable. Et je profite évidemment de cette observation, de ce regard qu'il me lance. Je me rends compte, on me parlait souvent d'un gros chat, je me rends compte que c'est quand même un très gros chat. Enfin, quand on est face au lynx, oui, on se rend compte que c'est un très très gros bestiau. Ça n'a rien à voir avec un chat domestique. Et je me dis, mais c'est complètement improbable ce qui se passe. Mais je suis tellement subjugué évidemment par l'observation, je le vois en train de lancer quelques strophes de chant, fait quelques appels devant moi, que je ne pense plus du tout à mon enregistrement de lynx maintenant que je l'ai vu. Donc je le suis pendant un moment, il s'éloigne, il rentre dans la forêt, il fait quelques appels. Et c'est seulement à ce moment-là que je me dis, mais il faudrait quand même que je sorte mon matériel d'enregistrement. Donc je prends mon matériel d'enregistrement dans le coffre, je fais un enregistrement tout moisi d'un pauvre petit cri alors qu'il est en train de reculer et de s'enfoncer dans la forêt, que j'ai gardé pour le souvenir, mais qui est complètement minable en termes d'enregistrement. Et puis ensuite, plus rien, toute la nuit, et puis tout le week-end où j'étais resté, plus aucun contact. Donc j'étais venu enregistrer le lynx, finalement j'ai eu une observation qui était complètement inattendue, et j'en ai complètement oublié l'aspect acoustique. Bon, un an plus tard, je me dis, je reviens quand même à la même période, dans le même endroit. Et cette fois-ci, je vais faire mon enregistrement. Et je le cherche. Alors évidemment, je ne tombe pas dessus à vue cette fois-ci. Mais par contre, je suis privilégié parce que tard dans la nuit, j'ai une séquence d'un lynx qui s'approche, qui passe. Je ne le vois pas, évidemment, il est en pleine nuit. Mais ça dégage une puissance, ce cri, que je suis tout aussi ému que lors de ma première rencontre visuelle par cette rencontre acoustique qui est extrêmement intense, ce chant très proche, un enregistrement qui est très pur pour l'espèce. Et je me dis, voilà, cette fois-ci, j'étais revenu, pas forcément dans l'optique de refaire des enregistrements de lynx, mais cette fois-ci, j'ai ma séquence de lynx. Donc j'aurais eu, ce qui est quand même assez improbable, mon expérience visuelle avant mon expérience acoustique. Ça m'a particulièrement marqué.
Donc les vocalisations du lynx, c'est ce qu'on appelle les feulements, c'est ce qui leur permet de communiquer entre eux, de s'appeler pendant la période du rut. En général, ils font des petites séries de plusieurs feulements et ensuite ils se déplacent et on peut entendre ce feulement se déplacer 1 kilomètre plus loin. C'est des très grands marcheurs, hein, c'est toujours impressionnant de voir les distances qu'ils sont capables de couvrir pendant une nuit. Donc quand on ressent cet appel, on ressent un appel extrêmement profond, enfin ça saisit vraiment par les tripes. C'est des émotions qu'on a du mal à ressentir en écoutant simplement l'enregistrement. Quand on est vraiment présent sur le terrain, il y a la puissance sonore qui est dégagée et l'atmosphère évidemment dans ces forêts de montagne qui est toute singulière et qui donne une valeur supplémentaire au son. Donc le grand tétras, ça a commencé par un souvenir d'enfance. C'est un de mes premiers souvenirs ornithologiques avec ce mâle qui décolle le long d'une piste forestière dans les Vosges. Et puis, quelques années plus tard, je me retrouve en famille à faire du ski de fond sur les pistes du Jura. Et d'un seul coup, alors que je suis sans mon matériel, hein, je me balade vraiment à ski de fond, même si je prête évidemment toujours une oreille attentive à ce qui m'entoure, même quand je n'ai pas mon matériel. D'un seul coup, un grand tétras qui sort devant moi sur la piste. Alors, il y a ce qu'on appelle le phénomène des coqs fous qui arrive, c'est-à-dire, normalement, le grand tétras, c'est une espèce qui est extrêmement discrète, extrêmement difficile à voir, mais certains oiseaux, pour des raisons qui sont encore assez mal comprises, se mettent à parader comme s'ils n'avaient pas du tout peur de l'homme, voire se rapprochent carrément de l'homme, et là c'est le cas. Il arrive devant moi sur la piste de ski de fond. Alors pour moi c'est vraiment un choc parce que grand tétras, je réfléchis à nouveau à mes enregistrements à ce moment-là et je me dis c'est une espèce que j'aurais très peu d'occasion d'enregistrer, a fortiori en France, parce que c'est super rare, c'est super difficile à voir, très localisé et surtout c'est très menacé. Enfin, pour moi il était hors de question d'aller sur une arène de grand tétras en courant le risque de déranger le grand tétras. Donc je suis à ski de fond et ce grand tétras tout simplement sort sur la piste devant moi de la forêt et me barre le passage, ni plus ni moins. Donc je me dis, quelques jours plus tard, je vais quand même essayer de revenir avec mon matériel d'enregistrement parce que c'est une occasion en or d'enregistrer le grand tétras et je ne sais pas si ce genre d'occasion pourra se représenter. Donc je reviens tranquillement quelques jours plus tard avec ma parabole et le grand tétras n'est pas sur la piste au moment où j'arrive. Je marche et d'un seul coup, le grand tétras surgit de loin de la forêt et vient directement à moi, comme si il était attiré de toute évidence par moi. Enfin, il sort de nulle part, il fait plusieurs centaines de mètres et il fonce sur moi. Et je pense comprendre en tout cas que sur ma parabole, j'ai une sorte de grand cache, un grand parvent noir qui ressemble un peu à la queue circulaire d'un grand tétras. Et je me dis, mais c'est ça qui doit le stimuler. Ça doit lui évoquer un autre grand tétras ou ça doit en tout cas lui suggérer un signal assez particulier. Et c'est pour ça que spontanément, il vient vers moi et il se jette sur moi. Et la rencontre prend une tournure un peu inattendue parce que je m'attendais à faire des grands tétras, à faire des sons de grands tétras, en restant depuis la piste et en l'enregistrant alors qu'il est en train de parader en lisière de forêt. Mais non, là il vient directement sur moi et il se jette littéralement sur le micro. C'est-à-dire qu'on entend l'impact des ailes, les claquements de bec. Il décide véritablement de m'attaquer comme si j'étais un rival. Donc moment tout particulier où pendant l'enregistrement je me retrouve à m'enfuir, à prendre mes jambes à mon cou et à courir pour esquiver ce grand tétras qui a réagi tellement fortement qui vient littéralement m'attaquer. Donc ça donne un son qui est assez cocasse et assez mémorable.
Et un enregistrement de grand tétras qui est tellement proche que oui, on l'entend littéralement claquer du bec sur le micro et même claquer des ailes sur le micro. Bon, il y a quand même un mot tragique à cette histoire, c'est que ce grand tétras a ensuite continué à parader sur cette piste de ski de fond qui ensuite s'est transformée en route pendant des semaines et des semaines. Et lorsque la piste s'est retransformée en route, il s'est mis à attaquer des voitures et malheureusement il a fini percuté par une voiture. Donc j'ai été pris d'une grande tristesse au moment où j'ai appris cette nouvelle parce que j'avais l'impression d'avoir un lien privilégié avec ce grand tétras. Mais ça nous rappelle quand même que c'était un comportement inhabituel, que c'était un comportement qui a peut-être quelque chose à voir aussi avec les activités humaines, avec les menaces qui pèsent sur son habitat. Et donc une fin un petit peu tragique après ce premier souvenir joyeux et comique que j'avais eu avec le grand tétras, qui m'a un peu affecté. C'est la première fois que je me sentais aussi lié à un individu précis d'une espèce particulière. Ça m'a affecté de savoir comment ce grand tétras avait fini. Ce qui m'intéresse dans cet aspect acoustique, c'est aussi la démarche intellectuelle d'aller décrypter le son qui parvient à nos oreilles. Et donc il y a vraiment tout un travail minutieux d'écoute, de comparaison pour aller essayer de décrypter espèce par espèce ces différents paysages sonores, aller essayer de les décrypter à travers des signaux forts et longs qui sont les chants, mais parfois également à travers des signaux très courts qui sont les cris qui durent qu'une fraction de seconde et qui peuvent avoir des nuances nettement plus subtiles. Exemple assez particulier chez les bruants par exemple, avec toute une diversité d'espèces de bruants et des cris de vol qui sont très courts, qui peuvent durer 10 centièmes de seconde parfois, qui sont très aigus, 5-7 kHz, donc en gros c'est les sons qui sont plutôt dans la gamme des fréquences aiguës chez les oiseaux. Et quand on commence à les regarder de plus près, on se rend compte que certains descendent, certains montent en termes de progression de la hauteur de ces cris. Si on prend des sonagrammes, on va découvrir des formes subtilement différentes. On a ce travail de conversion du son en image qui s'appelle le sonagramme, qui nous permet d'aller analyser les sons de plus en plus près et de faire apparaître des détails que notre oreille ne percevait pas. Donc d'un seul coup, on voit des nuances, des subtilités qui sont objectivables, qui sont quantifiables et qui étaient jusqu'alors passées complètement inaperçues à nos oreilles. On se disait maintenant il n'y a aucune chance que je réussisse à reconnaître ces différentes espèces. Je me lance dans la rédaction d'un ouvrage qui décrit tous les chants écrits des oiseaux de France. Donc je vais aller un peu aux quatre coins de la France, enregistrer toutes les espèces que je peux en France. Et surtout, au-delà d'essayer d'avoir un maximum d'espèces en banque de sons, ce qui m'a intéressé, c'est de capter leur diversité au maximum, c'est-à-dire de capter tous les types de vocalisation possibles. La mésange charbonnière, je l'entends tous les jours, mais pourtant elle fait plein de chants différents, elle fait plein de cris différents, et je ne cesse de découvrir des nouvelles vocalisations à son sujet. Maintenant, je prête attention à des détails auxquels je ne prêtais pas attention, et je suis immédiatement capable de reconnaître un paysage sonore pauvre qui va spontanément m'évoquer plutôt quelque chose de triste, et un paysage sonore très riche qui va m'évoquer quelque chose de vivant et qui va me faire sentir vivant. Donc je ne pourrais plus me passer de ce sens de l'ouïe. Pour moi, c'est vraiment une dimension supplémentaire par rapport à la vue. C'est comme si ma représentation visuelle du monde était en 2 dimensions et l'ouïe ramène la 3e dimension, la profondeur de ce que je peux capter par rapport au vivant. Pour Stanislas, la 3e dimension, c'est le son. L'écoute du vivant enrichit sa perception du monde et au-delà de la poésie sonore, au-delà du plaisir de l'écoute, le son est un véritable outil d'étude des oiseaux et un diagnostic de la biodiversité. Alors, l'enregistrement des paysages sonores en disent long sur l'évolution des écosystèmes. À suivre. Merci sincèrement à Stanislas Wroza pour sa participation, ses enregistrements d'oiseaux et pour nous avoir accompagnés sur le terrain. Merci à Yann Sistak pour son aide multiple. Une réalisation de Laurent Sistak avec la voix de Zora Descrivelles,
la musique d'Audio Network. Une production La Belle Échappée, sonore et visuelle. Rendez-vous pour la suite dans un prochain épisode, Stanislas et les oiseaux du monde.